22h. Time Foot avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Time Foot du lundi au vendredi de 21h à 22h et le samedi 18h, 20h ensemble tous les jours sur l'antenne de Beurre FM pour décortiquer et informer sur le mondial en Russie. Ce soir avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, on abordera l'actualité en vrac de ce mondial en Russie, les toutes dernières infos sur la seconde demi-finale qui opposera l'Angleterre à la Croatie demain 20h, sans oublier notre point mercato. On n'oublie pas que tous les jours on vous fait gagner le quiz sur l'histoire de la Coupe du Monde aux éditions Talent Sport. Pour jouer, tout simplement, followez le compte officiel de Time Foot. Le standard ce soir, vous devez le faire exploser. Chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM au 01 53 48 3000. Ce soir avec moi durant 1 heure. On aura Nassim Bourras, consultant Time Foot. Comment ça va, Nassim? Ça va très bien, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Ça va bien, tranquille, le grand sourire. Vivement que la Coupe du Monde se termine, parce que la Coupe du Monde sans Allemagne, ce n'est pas une Coupe du Monde. Ah oui, il est encore assez triste, hein. Après l'élimination, mon cœur saigne toujours. De la Mannschaft. Mamadou Lamine Mané de deuxième conseil. Comment ça va, Mamadou? Très bien, et toi, Bilal? Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Ça va bien, le soleil est à travers toute la France. Je te remercie de le signaler à tout le monde. Ouais. C'est grâce à moi encore qu'il est là. Olivier G, écrivain et spécialiste football, il est avec nous. Il nous revient, Olivier. Comment ça va, Olivier? Ça va bien, j'attends ce fameux but de l'équipe de France. Là. On espère. Juan José Dorado, grand reporter et spécialiste de football espagnol, justement. Soyez bien cramponnés, restez à l'écoute de Beurre FM car il aura quelques infos à balancer à tous les auditeurs de Beurre FM. Comment ça va, Juan José? Muy bien, buenas tardes. Et c'est vrai, un mondial sans l'Espagne, c'est pas mondial. C'est pas pareil. Ah, il y a les deux équipes là-bas. C'est sûr. Ça devait être la finale. C'est sûr, Juan José. Allez, on va avoir notre fil rouge avant d'entamer notre premier débat avec toi, Nassim. Que se passe-t-il entre ce France-Belgique demi-finale qui a commencé depuis 20h et là on va reprendre pour la seconde période. Exactement, la seconde période est sur le point de commencer entre la France et la Belgique, toujours 0-0 entre les deux pays. Merci. Allez, l'actualité en vrac, c'est parti. Time Foot, l'analyse. Et justement, on vient de l'apercevoir à travers notre petit écran. Et aussi, on a parlé de lui durant ces derniers jours. Thierry Henry est-il un traître? On va le poser comme ça à la nation française, comme on peut l'entendre l'après Naïsna, justement. Avec toi, Olivier, on en parle beaucoup aujourd'hui de Thierry Henry. Mais de toute façon, Thierry Henry, enfin moi je vais me faire l'avocat de Thierry Henry. C'est ne serait-ce que de faire des débats comme ça, déjà je trouve que c'est une honte. Juste faire un débat là-dessus, d'oser dire qu'il pourrait être un traître. On oublie trop facilement tout ce qu'il a apporté au football français. Et immense joueur, immense homme. Il a toujours été, ça a toujours été un joueur fabuleux, que ce soit à Arsenal, au Barça, il a fait de belles choses aussi. Il a quand même été champion du monde avec l'équipe de France. Il a été champion d'Europe, finaliste en 2006. Aujourd'hui, on lui reproche d'être entraîneur. J'ai même entendu le mot traître. Comment peut-on dire ça? Est-ce que quelqu'un a déjà lu la définition de ce mot? C'est assez fort. Moi, je trouve que c'est un débat qui devrait même pas exister. Juan José, justement. Thierry Henry. On en parle un peu. J'hallucine, effectivement. Et toi aussi, pareil. Peut-être qu'on doit se poser la question d'une autre manière. Pourquoi n'est-il pas en équipe de France? Peut-être parce que la fédération française n'a fait pas appel à lui. Quand il a montré sa disposition à entraîner les équipes des jeunes, on ne l'a pas appelé. C'est vrai qu'il n'a pas eu, et ça pour la fédération française, c'est apparemment un problème. Il a eu son diplôme d'entraîneur, mais pas en France. Il l'a eu au Royaume-Uni. Et donc, apparemment, pour la fédération, ça pose un problème en tout état des causes. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ce n'est pas l'entraîneur de la Belgique. C'est le troisième ou le deuxième adjoint de Roberto Martinez. Et il apporte beaucoup à cette équipe de Belgique. Non, il n'est pas un traître, c'est un professionnel que la France n'a pas voulu. Il est d'accord. Il valide à fond, Olivier G, justement. Est-il allé en Belgique par esprit de revanche? Nassim? Je pense un peu. Quand même. Non, je dis pas que c'est un traître, mais je dis qu'il y a un esprit de revanche. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que j'aurais inversé la question. Il a autre chose à faire, Nassim. C'est Thierry Henry qu'on a rappelé, Olivier. Mais c'est pas la France qui a fait esprit de traîtrise envers Thierry Henry. Parce que, comme tu l'as souligné, Olivier, il a apporté énormément à cette équipe de France. Alors, je veux bien qu'il y ait eu une erreur. À mon avis, la main, moi, j'étais un peu jeune, mais je lui ai un peu craché dessus parce que c'est un peu une faute d'anti-fair play. Moi, j'ai toujours été pour le fair play. Voilà. Bon, après, c'est une erreur. Juste pour dire qu'un Maradona a mis une main avec l'Argentine. Exactement. Là, Henry, on lui a tapé dessus. Je suis tout à fait d'accord.
Mais il a une statue aussi. Il a une statue exactement. Maradona, moi j'ai toujours détesté ce geste qui est appelé la main de Dieu. Moi j'appelle ça plutôt la main du diable. Mais après, j'ai été surpris de voir les Français autant glorifier le geste de Maradona et autant détester le geste de Thierry Henry. Derrière, l'équipe de France lui crache dessus, la France lui crache dessus. Je suis pas étonné que derrière il choisit de se séparer de l'équipe de France, parce qu'il faut pas oublier qu'il donnait même pas d'interview en français. Il était plus du côté londonien, anglais. Après, parce que peut-être on lui donnait beaucoup plus de visibilité au côté. Voilà, merci. La reconnaissance en Angleterre. Voilà, de la reconnaissance qu'il n'a pas eu en France. Patrick Vieira, où est-il maintenant? Et bon, ça nous fait du bien et on est amoureux de ce grand joueur qui était Patrick Vieira. Et quand on voit Patrick Vieira, Titi Henry et aussi un certain Zinedine Zidane, on doit se poser des questions, je crois, comme nous le rappelle Juan José Dorado. On écoute Mamadou Lamine Mané concernant Titi Henry. Je vais répondre de manière très calme, mais je suis atterré. Atterré, parce que ce qui arrive à Thierry Henry là, c'est une honte. C'est vraiment une honte, je pèse mes mots. Et c'est représentatif de la société française. Moi, je vais pousser le bouchon je vais le pousser encore plus loin. On n'est pas là pour effectivement, on parle de football, mais c'est représentatif de la société française. Ce genre de réaction, c'est une schizophrénie française. Comment peut-on remettre en cause la qualité d'un joueur qui aujourd'hui, sa côté de réalisation, c'est le meilleur, c'est celui qui compte le meilleur but de réalisation en France. Comment on peut faire ça? Dans n'importe quel pays, Thierry Henry, on aurait été le chercher en skateboard. On l'aurait mis dans une brouette et on l'aurait déposé sur lui demander son avis. Ici, on est en train de faire... Non, mais je pèse mes mots. Et aujourd'hui, on est en train de se demander pourquoi on l'a pas appelé. J'ai entendu qu'on l'a perdu de vue, mais c'est une honte. Ouais, c'est Noël Le Graët, président de la fédération, qui disait qu'il avait perdu de vue. Juste pour finir, je vais laisser la parole à après. C'est une insulte. Dans n'importe quel pays, Thierry Henry, effectivement, on serait venu chercher. Mais ici, on chipote. Et je vais vous dire une chose, qu'il ne revienne jamais. Qu'il ne revienne jamais pour Mamadou. Pour effectivement marquer le coup, qu'il ne revienne pas et qu'il aille faire sa carrière à l'étranger. Roberto Martinez, le sélectionneur belge, c'est lui qui a expliqué il y a quelques jours dans un interview à El País, le journal espagnol, comment il est arrivé donc Thierry Henry en Belgique. Il explique déjà Roberto Martinez a fait pratiquement toute sa carrière en Angleterre. Donc quand il a été nommé entraîneur, on lui a organisé un rendez-vous avec Thierry Henry. D'ailleurs, vous avez remarqué que la moitié de l'équipe belge joue en première ligue. Donc, ils se sont assis tranquillement à parler. Ils ont parlé à peu près 1 heure de football. Et c'est à la sortie de ce rendez-vous où Roberto Martinez a proposé à Thierry Henry justement d'intégrer l'équipe, la sélection belge, pour apporter en plus, notamment aux attaquants. D'ailleurs, on le voit sur Lukaku. Bien sûr. Et Lukaku il le disait. Je l'écoute beaucoup plus souvent que j'ai écouté mon père. C'est vrai. Effectivement, avoir un serial buteur comme ça, comme entraîneur des attaquants, mais bien sûr que c'est une aubaine pour les attaquants belges. Bien sûr que c'est une sacrée chance, c'est une obligation de progrès presque pour eux. On est d'accord, Nassim? J'entends dans les débats dire que certaines personnes, c'est un traître. Et le but. Alors le but de l'équipe de France. Le but de Samuel Umtiti. But de l'équipe de France 1-0. Le but. C'est ça à l'instant. Magnifique but. Et le président Macron, tout à fait heureux aussi de ce but. Très sobre, mais bon, parce que le match n'est pas encore terminé. Donc 1-0 pour l'équipe de France. On revient à Thierry Henry. Allez, avec toi la cible. Donc en fait, sans transition du coup, j'entends beaucoup de personnes dire sur les plateaux télé comme quoi c'est un traître. C'est un traître. Mais d'accord, il n'y a pas de souci. Thierry Henry est un traître parce qu'il va jouer contre l'équipe de France en tant qu'entraîneur des gardiens. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y aurait eu France-Maroc et que Hervé Renard était entraîneur de l'équipe du Maroc? Aurait-il dû laisser sa place à un entraîneur marocain pour jouer contre la France? Si on va au bout de la logique, c'est ça en fait. Là, un entraîneur marocain, un entraîneur de l'équipe du Maroc ne peut pas entraîner s'il est français contre l'équipe de France. Je trouve ça d'une logique complètement idiote. C'est même complètement absent de toute logique. Alors, c'est une analyse complètement idiote et qui laisse parler plus les sentiments négatifs qu'un sentiment d'intelligence. Messieurs les consultants, justement, avant de donner la parole à Mamadou, a-t-il un avenir en tant qu'entraîneur dans un grand club, Thierry Henry? Mais Nassim, on se pose cette question-là. Mais Thierry Henry, mais même pendant sa carrière, ce mec-là, c'est une encyclopédie. Il rentre chez lui, il avale des vidéos, il rentre chez lui, il avale des bouquins. C'est une encyclopédie sur le football. Il vit aujourd'hui, il vit de sa passion. Il en a vécu et il vit le football comme c'est sa passion. Tout le
humain profane, c'est que Thierry Henry avale des kilomètres et des kilomètres de visionnage de matchs, de bouquins. C'est une encyclopédie. Il est fait pour entraîner. Nassim, d'ailleurs, Lukaku disait justement que quand il parlait avec Henry de foot, Henry rigolait parce que Lukaku lui demandait s'il regardait même les matchs de Bundesliga ou de deuxième division allemande. Il disait, mais évidemment, quelle question tu poses? Je pense que tu as un adversaire à ta taille pour le football de deuxième division allemande. Je pense que je tiendrai pas la cadence avec Thierry Henry. Comme l'a dit Mamadou, vraiment, c'est sa spécialité et c'est pas pour rien que la sélection belge en est là. Voilà, Martinez fait un très bon travail, il faut pas l'oublier en tant qu'entraîneur de l'équipe de Belgique, mais Thierry Henry a son rôle dans la réussite belge depuis ces 4 dernières années. On l'écoute, Mamadou, avant de passer. Au risque d'être redondant, je le répète, c'est de la schizophrénie française. On se tire une balle dans le pied, on a un atout, mais on a ce côté toujours repousser ce qui est proche. Pour quelle raison, je ne sais pas. Moi, j'ai ma petite idée. On vient d'entendre tout récemment, et ça n'engage que moi. Tout récemment, on vient d'entendre effectivement que l'affaire de Tigana qui était pressenti à un moment donné pour être coach de l'équipe de France, Simonet aurait dit, c'est dans les journaux, c'est pas moi qui l'invente, qu'il est hors de question qu'une personne de couleur puisse être nommée entraîneur de l'équipe de France. Je ne veux pas faire le parallèle avec Thierry Henry parce que les époques ont changé, mais quand je parle de schizophrénie française, je sais de quoi je parle et je sais où je veux aller. Voilà, le débat est là et ça n'engage que moi. Toujours 1-0 pour les hommes de Didier Deschamps face au Diable Rouge belge. On va passer justement, rapidement. C'est un truc. Il faut arrêter de penser que tout est binaire. Ouais. Oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Non, il faut laisser la liberté aux gens. Henry, il a signé ce contrat-là, il en avait envie. Mais pourquoi on lui prend la tête? C'est très bien ce qu'il fait. Et évidemment, aller l'équipe de France. Mais s'il gagne ce soir, écoutez, on sera quand même content pour Henry. Bien sûr. Luis Enrique, nouveau sélectionneur de la Roja en Espagne. On est ravis, peut-être certains moins heureux. Ne serait-il pas trop proche du Barça? On l'écoute, Juan José. Bien sûr qu'il est trop proche du Barça. Et même si c'est un joueur qui a d'abord joué avec le Real Madrid, avant d'aller du côté du Barça. Voilà, donc c'est un international espagnol. 62 fois il a vêtu le maillot espagnol. Il a été un grand joueur, un grand entraîneur. N'oublions pas qu'il est passé aussi par la Roma, même si c'était un peu gris ce qu'il a fait à la Roma, mais il est passé par la Roma, il est passé au Celta de Vigo et puis il est arrivé du côté de Barcelone. Mais c'est vrai aujourd'hui que c'est l'entraîneur, le sélectionneur le plus clivant qu'on pouvait choisir en Espagne, puisque une partie des supporters espagnols ne veulent pas de cet homme qui déclare sa flamme pour la Catalogne et pour le Barça et qui a été parfois méprisant envers le Real Madrid et donc effectivement il y a une partie de l'Espagne qui ne veut pas de lui, sachant que sportivement parlant c'est vraiment la référence aujourd'hui parmi ceux qui pouvaient entraîner l'Espagne. C'est quelle innovation et changement justement l'homme peut-il amener à cette sélection, à la Roja? Olivier. Une qualité de jeu offensive, de possession de balle qui peut être encore très belle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer avec ce sélectionneur. Bon, peut-être qu'il fera appel à Thierry Henry aussi pour... Non, mais je pense que honnêtement, je pense que c'est un super choix. Après, c'est vrai que c'est un pro Barça, mais au niveau de qualité du jeu, ça va être difficile de faire mieux. Et puis, l'Espagne, de toute façon, doit renaître de cette Coupe du Monde. Elle sort quand même d'un sacré... pardon, excusez-moi. Allez, c'est assez chaud, là. C'est chaud dans le camp de la Belgique. J'étais dans le match, là, ouais. Non, mais honnêtement, je pense qu'il peut amener que du bien, surtout que l'Espagne sort d'une période un peu rude avec le changement de sélectionneur avant la veille de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde un petit peu dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc ouais, je pense que Luis Enrique, c'est un bon choix. Nassim, on l'écoute avant la pause rapidement, Nassim, sur Luis Enrique, nouveau sélectionneur. Justement, qui seront ses futurs lieutenants dans cette sélection? Il peut profiter d'une génération qui était pas mal, parce que pour avoir suivi l'Euro Espoir, je me suis rendu compte que cette équipe d'Espagne peut jouer les grands rôles pour les prochaines saisons. Je pense notamment au gardien de but Kepa, qui pourrait très prochainement prendre la place d'un De Gea qui s'est pas montré à son avantage dans cette Coupe du Monde. Je pense notamment à Asensio, qui pourrait être le leader offensif dans les 5-6 prochaines années avec la Roja. Et je pense surtout à un joueur que je connais beaucoup plus, pour le coup, c'est Jesus Valero, le défenseur central du Real Madrid, qui a joué et qui avait été prêté à l'Eintracht Francfort. Qui avait laissé de très belles impressions en Allemagne, qui a malheureusement moins de temps de jeu, pas forcément parce qu'il y a Ramos et Varane, mais une fois que Ramos partira, ça sera certainement lui qui épaulera Varane. Donc disons que Luis Enrique ne va pas prendre la tête d'une sélection en manque de talent. C'est une sélection qui a un potentiel vif, riche
doté de très bons jeunes à tous les postes, avec une très belle colonne vertébrale. Donc l'Espagne, comme l'Allemagne, comme l'Italie, ce sont des équipes qui certes n'ont pas été à leur avantage ces derniers temps, mais qu'on risque de revoir très bientôt, même plus qu'on ne le pense. Même, avant la pause. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Luis Enrique, donc il va proposer donc un nouveau schéma tactique, forcément, avec des nouveaux joueurs, notamment puisqu'il y a le départ d'Iniesta qui a été déjà annoncé, mais surtout il y a 5 ou 6 joueurs de l'équipe d'Espagne qui auront entre 32 et 34 ans lors du prochain Euro, et donc travailler avec eux pour préparer l'Euro n'a pas d'essence. Je parle logiquement de Diego Costa, il y a aussi Yago Aspas qui a 29 ans, 30 ans, il y a Silva qui va certainement devoir partir, et puis il y a des joueurs qui sont là et qui pourraient peut-être continuer mais qui s'entendent très mal avec notre ami Luis Enrique, et c'est le cas notamment de Alba qui est défenseur au FC Barcelone et qui a failli partir à cause de Luis Enrique. En fait, c'est Luis Enrique qui est parti, lui il est resté, et donc il y a quand même 5 ou 6 joueurs qui vont partir, laisser cette sélection, ce qui permettrait effectivement de faire venir des nouveaux joueurs. Le cas de Vallejo est emblématique, sachant qu'il joue très peu de toute façon en tant que titulaire, donc il lui faudra du temps. Et merci pour ces lumières, c'est Mamadou avant la pause, la première. Ça va plus être de l'affectif. Moi j'ai adoré Luis Enrique comme joueur, je suis un peu plus âgé donc je l'ai vu jouer, et c'était vraiment un joueur très talentueux, et en plus qui avait la hargne. C'était un joueur qui était très teigneux, et ça se voit peut-être moins aujourd'hui sur le banc parce qu'il est beaucoup plus calme, beaucoup plus busé, mais je me souvenais d'un joueur qui était des fois Juan José va peut-être pouvoir me paraphraser, il en venait pratiquement des fois aux mains. On sentait que c'était un joueur qui était très teigneux. J'ai adoré les joueurs. Je connais pas la nature de ses relations avec certains joueurs, et effectivement il se trouve que ça va peut-être être difficile. Il a un parti pris naturel, mais je pense qu'il va maintenir la qualité du jeu espagnol, et ce technique espagnol que l'on adore tous, je pense qu'il la maintiendra parce que c'est un tenant de cette historique de ce type de jeu là, et puis ça va faire du bien à l'équipe d'Espagne. Merci Mamadou, on le rappelle, le fil rouge de la soirée, France-Belgique, toujours 1-0 pour l'équipe de France. Quelques infos, peut-être annotations à apporter. La 60e minute entre la France et la Belgique, 1-0 pour la France, but de Samuel Umtiti sur un corner de Griezmann. Mertens rentre sur le terrain à la place de Dembélé pour la Belgique. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000 pour réagir avec vos consultants. On abordera la seconde demi-finale demain entre la Angleterre et la Croatie. De suite. Time Foot revient dans un instant. Beurre FM, 21h, 22h. Time Foot avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h18. On n'oublie pas, chers auditeurs, que tous les jours on vous fait gagner des quiz sur l'histoire de la Coupe du Monde aux éditions Talent Sport. Pour jouer, tout simplement, vous devez follower le compte officiel de Time Foot, le standard. Il est bien à vous, 01 53 48 3000, et je vous rappelle, durant une heure, avec moi, Nassim Bourras, consultant Time Foot, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Olivier G, écrivain spécialiste football dans cette émission, avec nous, Juan José Dorado, grand reporter spécialiste du football ibérique. Justement, on part sur la seconde demi-finale qui aura lieu demain 20h. Time Foot, l'analyse. Toujours un but à 0 entre la France et la Belgique. Focus en premier sur la Croatie. Cette génération croate était supérieure à celle de 98. On se rappelle notamment avec Suker qui avait fait beaucoup de mal à la défense française, qui est arrivé en demi-finale de cette Coupe du Monde. Olivier G, on t'écoute. Ben moi, ce qui m'a surpris, finalement, c'est encore cet apport de Subasic dans les buts, qui est encore une fois décisif sur les tirs au but à la fin. Cette deuxième mi-temps aussi de Modric, que je trouve vraiment consistant. Je trouve qu'il a encore une fois un très bon niveau. Mais il y a aussi le côté russe qui m'a surpris, parce que moi, durant toute la Coupe du Monde, je les voyais pas à ce niveau-là. Les matchs amicaux avant, c'était vraiment des saucisses. Il n'y avait pas de niveau vraiment de cette équipe russe. Cette équipe-là m'a étonné. Il y avait de la consistance. Il y avait des gars qui se sont révélés. Cherichev qui a fait une super Coupe du Monde. Regardez ce but magnifique qu'il met contre la Croatie. Certes, Subasic est un petit peu avancé, mais ce but est magnifique. Pour moi, la Croatie, c'était vraiment un outsider fort. Aujourd'hui, il le confirme. Ce match contre l'Angleterre, moi, mon cœur me porte vers l'Angleterre, mais je dirais que la Croatie a vraiment sa chance. Et c'est même, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Quand on a deux milieux de terrain qui est Rakitic, Modric, avec Kovacevic derrière, quand on a une équipe avec un gardien qui est capable de tout et de n'importe quoi, une boulette, mais après 3 ou 4 arrêts vraiment magnifiques, quand on a toute cette équipe qui tient et qui n'a peur de rien, finalement, c'est une équipe qui est très belle, cette Croatie. Je pense qu'ils peuvent faire mal, et attention. Attention aussi pour affronter ces Croates, pour les
jouer. Forcément, il faut faire attention. D'ailleurs, si surprise il y a, c'est la présence de l'équipe d'Angleterre. Parce qu'il faut juste se rappeler que l'Angleterre, à part la championnat du monde organisé chez elle en 66, elle n'a rien gagné. Jamais. Donc on l'attend, mais bon, peut-être la surprise est du côté anglais. La Croatie, elle a vraiment sa chance lors de cette demi-finale. Au-delà de ça, vous avez parlé effectivement de Rakitic et de Modric, notamment Modric qui pourrait, si la Croatie venait à se qualifier pour la finale, pourrait peut-être être un prochain Ballon d'Or, sachant que les trois prétendants officieux sont depuis quelques temps en dehors ça serait pas du Montréal. Mérité, Et lui, c'est un peu l'Iniesta des 2010. Ouais. C'est celui qui a gagné une Coupe d'Europe avec le Real et qui peut effectivement gagner cette finale. Bon, il faut déjà passer cette demi-finale face aux Anglais. Voilà, après. C'est un match costaud. Ils n'ont rien à perdre, ces Anglais. Et puis, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça lors des trois premiers matchs. Là où j'ai été surpris, c'est face au Danemark, où je croyais qu'ils allaient développer mieux son jeu. Et en fait, ils se sont, entre guillemets, bouffés une partie du match par les Danois. Je ne pense pas qu'ils vont tomber dans la même erreur lors de la demi-finale qu'ils vont jouer au Danemark. Olivier, rapide. Est-ce que cette équipe-là ne fait pas penser à l'équipe de France 98, à savoir des matchs où tu sors vraiment avec peu de choses, c'est-à-dire 2 séries de pénalty, où je me rappelle du Paraguay, on sort au but en noir, après l'Italie au pénalty. Il y a cette réussite, il y a cette vista, il y a ce petit truc en plus qui peut donner une confiance énorme à une équipe. Bon, il y a aussi la fatigue, parce que 2 matchs de suite avec prolongation, c'est compliqué, mais il y a des ressemblances. Ils sont joués quand même. Le match à la Russie, tu l'as dit tout à l'heure, une très belle tête. Je tiens à le rappeler de Fellaini, Marouane Fellaini pour la Belgique. Elle est passée juste à côté. Le Danemark face à la Croatie face à la Russie a appris quand même quelque chose. Parce que là où l'Espagne n'a pas su trouver le but des Russes, ils ont su trouver des solutions, parce qu'à la fin c'était 2-2 quand même. Et donc ça leur a apporté la même chose quelque part que le Japon face aux Belges, c'est-à-dire des ressources qu'on ne s'attendait pas, et ils les ont eues avec face aux Russes. Donc oui, je crois que ce sont les grands favoris de la demi-finale de demain. Encore une fois, c'est du foot, et quand on voit les résultats de ce mondial, qui pourrait donner un résultat? Mandzukic, Giroud, même qualité, même combat. Nassim Mouras. Même qualité, même combat. C'est vrai que c'est à peu près le même style de jeu. On a 2 tours de contrôle. Pour toi. Mais il y en a un qui se dégage, c'est le Croate. C'est le Croate de par déjà sa carrière. Il a joué comme dans de sacrés clubs. Il n'a pas été remplaçant, lui, pour le coup. Au Bayern Munich, il gagne une Ligue des Champions. Je tiens à rappeler que la Ligue des Champions a été remportée avec Mandzukic et pas avec Lewandowski. Donc ça prouve bien qu'on ne gagne pas forcément avec un attaquant ultra technique. Parfois, des profils comme Giroud et Mandzukic, quand ils sont bien utilisés, peuvent être très intéressants. Donc voilà, petite dédicace aux gens qui... Et Mandzukic qui fait une passe décisive contre les Russes. Pardon ? Et Mandzukic justement qui fait une passe décisive aussi contre les Russes. Il me semble, oui, parce que je ne pourrais pas te dire exactement parce que je n'ai pas de tout. Après, Mandzukic, le petit souci, c'est que voilà, comme Giroud, on voit qu'il y a un petit défaut technique. Il est pas très à l'aise avec ses 2 pieds, même s'il l'est plus que Giroud. Mais là où il y a un gros avantage par rapport à Giroud, c'est qu'il est capable de gestes d'anthologie, alors que Giroud, lui, n'en a pas montré. Par exemple, je tiens à rappeler qu'il y a eu le but assez spécial en Ligue des Champions. Il me semble qu'il marque un but en rentrant dans les cages avant que le ballon rentre dans les cages. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce but, c'était avec le Bayern Munich, c'était assez exceptionnel. Il arrive à rentrer dans les cages, le corps de Mandzukic rentre dans les cages avant même que le ballon rentre dans les cages. Ça paraît complètement bizarre, complètement impossible, mais c'est faisable. Mandzukic l'a montré. Dans tous les cas, ça reste un excellent attaquant croate et il est vraiment ce que la Croatie devait avoir à la pointe de son attaque. Rapidement, Olivier, avant de donner la parole et pour terminer sur ce focus concernant la Croatie. D'anthologie, Giroud, on a mis 2-3 en première ligue quand même. À le rappeler à Nassim. L'année dernière avec Arsenal, qui était magnifique, a été élu but de l'année, je crois, là-bas. Exactement. Ouais. Justement, cette défense croate pourra-t-elle tenir le coup, Mamadou? Facteur physique, on va voir. C'est très, très, très aléatoire. Est-ce qu'ils auront récupéré? Est-ce qu'ils vont avoir un supplément d'âme en étant en demi-finale, en sachant qu'au bout, c'est la finale? Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. Compliqué.
pour moi, c'est comme un avantage pour la Croatie, parce que je pense que toujours la technique, malgré tout, non pas que l'équipe d'Angleterre ne soit pas technique, mais la maîtrise technique collective, je pense qu'elle est plus forte chez les Croates. Après, est-ce qu'elle sera suffisante? Est-ce qu'ils auront l'énergie pour la maintenir face au pressing anglais? Parce que les Anglais quand même jouent. Ils ont quand même encore toujours ces caractéristiques physiques, même si leur jeu est beaucoup plus basé sur peut-être des passes courtes, la recherche de la possession de la balle. Voilà. Et puis, je voudrais quand même revenir juste sur ta première question, Bilal. Tu demandais est-ce que l'équipe croate actuelle, comment on peut la comparer supérieure à celle de 98. Rapidement, Mamadou, s'il te plaît. Pour celle de 98, quand même. Beaucoup plus de qualité, et en termes de densité, de qualité, j'ai l'impression que l'équipe croate de 98 était quand même beaucoup plus dense. Ouais. Voilà. Plus costaud, quoi. Plus costaud. Ouais. Justement, un rappel des faits concernant. Ouais, Nassim, rapide. Écoute, Nassim, parce que là, tu me perds un peu, là. Non, parce que le truc, c'est qu'en fait, moi, je pense pas que Lovren devrait continuer à être titulaire dans cette défense croate. Je pense notamment à son match contre l'Islande qui avait été totalement raté. Quand je vois qu'il y a un jeune sur le banc qui le cire, mais qui est d'un talent extraordinaire, je pense à Tcheli Tachar, qui joue au RB Salzbourg, je me dis que ce garçon, qui est l'avenir de la défense en Croatie, mériterait d'avoir sa place aux côtés de Vida en défense centrale. Parce que la défense croate, en groupe, c'était pas mal, mais en phase finale, ça encaisse beaucoup de buts et c'est pas totalement serein. Et contre l'Angleterre, ça risque d'être très difficile, surtout face à un Kane qui est vraiment on fire. On verra avec le meilleur buteur de ce mondial, tu l'as rappelé, Harry Kane. L'Angleterre, cette sélection avec Gareth Southgate, un génie tactique à prendre c'est. Oui, il est dans la mesure, effectivement, il a amené là où on n'attendait pas l'équipe d'Angleterre. C'est quelqu'un de très consciencieux. Il travaille beaucoup. Il faut juste rappeler que c'est rare, et c'est l'un des rares entraîneurs qui, depuis 2 ans, travaille tous les coups de pied et tous les pénaltys. Peut-être parce qu'il se rappelle, en 96, il a raté un pénalty avec l'Angleterre et ça a permis à l'Allemagne de passer et l'Angleterre d'avoir perdu le match. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est inspiré des techniques de la FNL. Vous savez qu'il est allé du côté des États-Unis pour voir comment on prépare les matchs de la FNL parce qu'il est convaincu que les techniques américaines pouvaient apporter quelque chose au football européen. Donc c'est quelqu'un de rare parmi les entraîneurs aujourd'hui en Europe parce qu'il regarde vers les États-Unis. D'ailleurs, son adjoint a été joueur, il a terminé sa carrière aux États-Unis. Exactement. Et donc ça apporte quelque chose de différent à cette équipe d'Angleterre. Et encore une fois, on ne les attendait pas là. Ils sont donc à tout moment, effectivement, ils peuvent surprendre cette équipe croate qui reste quand même favorite. Justement, les consultants, on va parler après des clubs. On parle aussi de ce mercato estival qui commence à faire des ravages avec un certain CR7. Tottenham a-t-il sauvé cette nation anglaise lors de ce mondial? Olivier? Oui, bien sûr, of course. En termes de joueurs, hein. Ouais, bien sûr. Bon, moi, évidemment, il y a le chouchou de tout le monde, hein. Il y a Sa Majesté Harry Kane, qui est juste magnifique, même s'il a été quand même, on peut appeler un chat, il a été quand même assez absent face à la Suède. Mais moi, au-delà des joueurs de Tottenham, il y a un joueur pour moi qui claque le mondial vraiment, c'est Pickford. Ce garçon-là. Le gardien. Ce gardien-là. Ouais. L'Angleterre n'a jamais eu de gros gardiens depuis, je ne sais pas, 20 ans. Aujourd'hui, il y a un petit gars qui arrive, il s'appelle Pickford. Au début du mondial, tout le monde se dit, mais qui est ce gardien? Qu'est-ce qu'il va faire là? Pourquoi Southgate le prend? Il faut savoir que Southgate l'a coaché quand il était jeune, quand il était chez les moins de 21. Il fait un super mondial contre la Suède. Il sauve l'équipe à 2-3 reprises. Il a vraiment fait un super match. Donc pour moi, alors au point de vue, voilà, pour moi ça c'était la grosse surprise. Après si on revient sur l'apport de Tottenham, effectivement, je pense que Tottenham est le principal fournisseur de cette équipe d'Angleterre en ce moment. Mamadou? Il me semble qu'Olivier quand même a oublié quelque chose. Alors, il a oublié qui? Il y a quand même eu Calamity James. Calamity James. Ah bah non, justement, je l'ai pas oublié, justement. Non, mais je plaisante, mais effectivement, c'était une très très belle surprise. Et effectivement, les Anglais ne nous avaient pas habitués à avoir des goalkeepers de qualité. Puisque généralement, de qualité moyenne. Généralement, c'était un peu leur point faible. Mais effectivement, Tottenham, c'est aujourd'hui, on va dire, c'est comme à un moment donné, on a en Espagne le Real qui prend plus le pas sur l'équipe nationale ou le Barça ou à parité. Aujourd'hui, c'est Tottenham qui fournit par son style de jeu, par la qualité de ses joueurs et par l'effectif, le nombre d'effectifs, les joueurs qui effectivement donnent un peu cette impulsion et cette colonne vertébrale à l'équipe anglaise. C'est un club très important pour l'équipe anglaise. Ouais, Olivier. J'étais à Londres il y a pas si longtemps et c'était juste avant la Coupe du Monde. Je demandais aux gens, vous pensez que l'Angleterre peut gagner la Coupe? Ils rigolaient. Non, c'est impossible. T'as vu notre équipe? Et pourtant, l'Angleterre est bien là. Ils sont encore
Les Anglais, ils n'y croyaient en pas. demi-finale. Avec les Français non plus. Hein. Demain, face à la Croatie, 20h, heure française. Oui, Nassim. Tottenham fait quelque chose que peu de clubs en Angleterre font, c'est qu'ils donnent la chance aux Anglais. On parle d'un championnat qui domine quasiment tout au niveau financier, au niveau des médias. Le problème, c'est que ça recrute beaucoup à l'étranger et peu dans le sol anglais. C'est justement le gros problème de l'Angleterre au niveau international. C'est aussi le problème que rencontre la France en top 14 au rugby. C'est des championnats qui dominent tout, mais qui justement ne sont pas dominés par des Français ou par des Anglais, en l'occurrence dans le football. Là, les Spurs arrivent à être un peu, entre guillemets, l'Olympique Lyonnais Ah oui, quand même. Oui, l'Olympique Lyonnais du championnat anglais. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Non, si, au niveau de la formation. Ah, je plaisante. Au niveau de la formation, quand même, parce que ça forme des Anglais et c'est aussi ça repère des Britanniques et des Anglais, parce que ça a rappelé que c'est Bale là-bas qu'il a été lancé justement chez les Spurs. Donc là, il y a qui? Il y a Kane, Ali, Trippier et Eric Dyer qui sont en sélection anglaise. On parle de 3 joueurs qui sont titulaires. D'ailleurs, rentre parfois sur le terrain, mais il a sa place par moment. Les Spurs n'ont pas sauvé l'équipe d'Angleterre, mais ils lui ont permis d'avoir une chance dans ce mondial. Et ça, c'est vraiment pas mal. On termine sur l'Angleterre. En train avec toi, Juan José. Combien des joueurs des Tottenham avaient dans cette équipe anglaise? Ils sont 10. En regardant, ils sont 10. Et d'ailleurs, c'est le club qui apporte le plus des joueurs dans ces demi-finales, parce que je crois qu'il y a un certain Hugo Lloris quelque part aussi. Donc, qui est en train de nous sauver. Ça prouve effectivement que Tottenham est en train de faire un grand mondial. Oui. Juste, on parlait de Gareth Bale qui sort de Tottenham. Et justement, ce qui est drôle, c'est que lui, il est sorti arrière gauche de Tottenham. Exactement. Il est sorti arrière gauche. Il rappelle, Nassim, on t'écoute. Je tiens à rappeler que sur les dernières éditions de la Coupe du Monde, le vainqueur a été celui qui avait le plus de joueurs venant de son propre championnat. C'est-à-dire que quand l'Espagne gagne en 2010, c'était l'équipe qui avait le plus de joueurs de son championnat. En Allemagne, forcément, c'était l'équipe qui avait le plus de joueurs venant de son propre championnat. Et devinez qui est l'équipe qui a le plus de joueurs venant de son propre championnat? C'est l'Angleterre. Donc peut-être que le gagnant de cette Coupe du Monde est déjà décidé. Kylian Trippier, justement, révélation tardive d'un futur taulier de cette sélection des Three Lions. Amadou. Écoute, Olivier. Je ne le connaissais pas. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est un nom que j'avais entendu, mais je n'avais pas de perception effectivement de ce jour-là. Et très très belle surprise. Très très belle surprise. Mais je le dis, l'Angleterre a un vivier de joueurs et on va les voir arriver sur les prochaines prochains grands événements. Ils ont 4-5 joueurs majeurs qui vont arriver, qui sont déjà dans les succursales dans les écuries des grands clubs anglais, et ils vont effectivement faire très très mal. Je ne les voyais pas arriver aussitôt. Ce jour-là, je ne le connaissais pas. C'est une très belle surprise. Juan José Dorado, justement. J'étais surpris aussi de découvrir, je ne le cache pas. C'est un bon joueur. Ce joueur, mais ce n'est pas les seuls, parce qu'il y a Maguire, je ne connaissais non plus. Il fait quand même un mondial assez intéressant et qu'on n'attendait pas à ce niveau. Et c'est peut-être ça, ce qui apporte l'entraîneur de l'Angleterre, c'est que comme il n'avait pas de pression, il a fait venir des jeunes joueurs qui avaient beaucoup à prouver et qui sont en train de prouver que la confiance que leur a donnée était tout à fait méritée. Ouais, Nassim, on termine avec toi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Kane, mais Trippier est un des joueurs les mieux notés parmi les médias anglais, donc ce n'est pas rien. Après, ça me fait un peu penser à la carrière de Savidan ou Ribéry en équipe nationale, des joueurs repérés tard. Trippier pour le coup à 27 ans, donc il est plutôt jeune malheureusement, mais ça montre bien qu'il y avait un dysfonctionnement au sein de la fédération anglaise, qui avait du mal à repérer des joueurs de talent qui existaient au sein même de son propre championnat, mais qui ne pouvaient pas être mis en avant, que ce soit par rapport au fait qu'ils ne jouaient pas assez dans leur propre club, ou alors qu'il y avait des défauts au niveau de la détection nationale. Southgate en peu de temps, il faut bien le dire, en peu de temps a réussi à trouver une alchimie rapide, à trouver des joueurs de qualité dans des clubs forcément qu'on n'aurait peut-être pas misé dessus. Donc franchement un grand coup de chapeau à lui, parce que au-delà du fait qu'il repère des joueurs même qui sont pas forcément jeunes, il joue avec un schéma tactique qui est assez rare. Il joue en 3-1-4-2. Et c'est peut-être ce schéma tactique qui lui a permis de sauver les meubles, parce que d'autres ont essayé de mettre le bateau en attaque. Ça n'a pas fonctionné. Lui a joué la mesure et ça a plutôt bien fonctionné. Place au direct, toujours un but à 0, non pas un but partout. France, Belgique, 77e. Nassim, on t'écoute et on aura la réaction après de nos consultants avant la pause. Oui, on joue la 77e minute entre la France et la Belgique dans cette demi-finale. La France a ouvert le score grâce à Samuel Umtiti sur un corner de Griezmann à la 51e.
Juan José Dorado, c'est bon ou c'est pas encore fait? Les Belges peuvent revenir à la marque. C'est encore fait. Faut faire attention. Vous n'avez qu'à demander aux Japonais. Non, c'est pas encore fait. D'autant plus qu'on a vu une première mi-temps où effectivement pendant 15-20 minutes pratiquement, c'était la Belgique qui avait dominé, qui a eu beaucoup d'opportunités. Donc non, la Belgique, j'ai en tête le match face au Brésil, les 15 dernières ou 20 dernières minutes de la Belgique, on a vu une équipe des Belgiques qui effectivement avait tenu le choc. Non, c'est pas du tout fait. Pas encore, attention. Je suis quand même, je commence à voir un peu de nervosité côté belge. Hein. On a vu qu'il y a Yannick Carrasco, l'ex-Atlético de Madrid, qui rentre pour donner un peu plus de vitesse à l'équipe belge. On voit des bleus aussi fatigués là aussi. Ils sont forcément fatigués, mais en même temps, le fait de mener au score, ça leur permet une certaine tranquillité que pour l'instant les Belges. 1-0, c'est pas beaucoup, 1-0, ça va très vite. Ça va très vite, un match assez équilibré. Mamadou, concernant ce 1-0 de la France face à la Belgique, 78e minute. C'est une physionomie de match attendu. Ça va être un match âpre, deux équipes qui se valent à peu près en termes de qualité. Ils ont chacun des qualités qui leur sont propres, mais on savait que de toute manière, ça va être un match accroché, parce que de toute manière, elles sont en pleine forme. Elles sont arrivées en pleine forme sur ce deuxième tour, après les 3 matchs de qualification. Donc forcément, on s'attendait à ce que effectivement ça puisse être très équilibré. Et c'est équilibré. C'est équilibré et il se passe accrocheux. Match très accroché d'ailleurs, effectivement, et équilibré. Donc, Eden Hazard fait du mal à la défense. Pas surpris par l'intensité qu'on retrouve sur le terrain actuellement. Olivier, on l'écoute. Avec deux équipes avec un potentiel offensif si costaud, ça pouvait donner qu'un match âpre justement, où il se passe pas mal de choses. En même temps, 1-0, il reste 10 minutes. Vraiment, quand on a Hazard, De Bruyne, Lukaku et tout ça en face, je pense qu'il faut rester humble et vraiment soit en mettre un deuxième, soit ne pas crier victoire trop tôt, parce que là on voit ce qui se passe devant la surface avec Giroud qui fait une faute pour moi sur Hazard, je crois. Voilà, tout peut se passer en très peu de temps et voilà, faut mieux rester Le football va très vite, c'est sûr. Oui, en plus, moi j'aime bien ici la mentalité de jeu française, parce qu'en fait, ils gagnent 1-0. Il reste 10 minutes de jeu. Ils pourraient se dire, on va mettre le mur pour essayer de protéger ce but avec les 10 dernières minutes. Ils le font pas. On voit qu'ils laissent un peu la balle aux Belges, mais les Belges savent qu'ils peuvent très vite aller en contre-attaque. D'ailleurs, Mbappé est toujours sur le terrain, ce qui montre bien que Deschamps veut maintenir cette peur côté belge et dire aux Belges que voilà, vous pouvez attaquer, allez-y, mais ne vous inquiétez pas parce que nous, on peut aller très très vite devant. Et cette mentalité de jeu à l'offensive, c'est intéressant et c'est bien pour l'équipe de France parce qu'on a souvent taxé des équipes ennuyeuses, défensives. Là, Deschamps nous montre comme quoi c'est un lion en fait. C'est vraiment une tactique de lion, une tactique animale et c'est vraiment très intéressant pour cette fin de match. Ça n'empêche que la ligne d'attaque française joue dans son terrain, dans sa partie de terrain. Donc ils sont pressés. Donc on verra ce que ça va donner. 10 minutes, c'est long. C'est très très lent et c'est Olivier là qui vient de. On voit effectivement comment les réagir. Sont en train de presser. Oui, vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM. Le 01 53 48 3000, là, il est à vous, c'est le standard de votre radio préférée. Et on se donne rendez-vous de suite après une nouvelle page de pub pour les 10 dernières minutes de ce France-Belgique demi-finale du Mondial 2018. Time Foot revient dans un instant. Beurre FM, 21h, 22h. Time Foot avec Bilal Nelman. Et oui, de retour, 21h40 minutes, toujours en live sur Beurre FM jusqu'à 22h. On n'oublie pas que tous les jours, l'équipe de Time Foot vous fait gagner les quiz aux éditions L'Histoire de la Coupe du Monde, aux éditions Talon Sport pour jouer tout simplement en follow le compte officiel de Time Foot. Avec moi ce soir, je le rappelle, durant cette émission, Nassim Bourrez, consultant de Time Foot, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Olivier G, écrivain et spécialiste football, sans oublier Juan José Dorado, grand reporter et spécialiste du football espagnol. Le fil rouge de la soirée, le France-Belgique, avec toi Nassim. Oui, France-Belgique, première demi-finale de cette Coupe du Monde 2018. On joue à la 82e minute et la France mène 1-0, but marqué par Samuel Umtiti sur un corner d'Antoine Griezmann. Alors qu'il est, et à 8 minutes du terme du temps réglementaire, c'est la France qui est qualifiée pour la finale. Et le changement là peut-être à venir, la sortie de Blaise Matuidi avec la rentrée de Nzonzi. Oui, c'est bien, c'est bien ça. Il me semble que c'est sur blessure pour Matuidi parce qu'il s'est d'un choc et qui nous a
Peut-être. Ah, c'est Giroud qui sort. C'est Giroud. On joue la défense là. Voilà, il a pas écouté Mamad. Et non, c'est même toi, hein. C'est pas un grand lion, hein. C'est plutôt un protecteur. C'est un grand panda ou un grizzly, quoi. Il veut sauver son équipe, hein, je crois, Deschamps. Il veut faire C'est dommage pour Matuidi parce qu'il avait déjà loupé le match précédent contre l'Uruguay. Et là, il est. Merci Nassim. On reviendra à cela. Le point justement mercato avec les consultants. Ça arrive. Time Foot. L'analyse. Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille, peut-être un bon coup. Que faire de Germain ou encore Mitroglou? Nassim, on t'écoute encore une fois avant de partir du côté de la région transalpine en Lombardie. Au Piémont, excusez-moi. C'est pas la Lombardie, c'est du côté du Piémont. Ouais. Pour Balotelli, moi je trouve que ça pourrait être un bon coup pour Marseille. Après, ça montre une chose. Ça montre que cette première année de l'OM Champions Project, elle avait été mal gérée au niveau des attaquants. Parce qu'il recrute Germain, il recrute Mitroglou, et une année après, il recrute Balotelli. Ça veut dire quoi? Déjà, mettez-vous dans la peau des deux attaquants qui sont venus l'année dernière. Ils doivent se dire quoi? J'ai été mauvais. Non, mais je pense que Mitroglou, il le sait qu'il a été mauvais. Hein. Mitroglou, moi je trouve qu'on est dur avec lui parce que c'est un joueur à qui on n'a pas laissé le temps. Il faut rappeler que Mitroglou, quand il arrive à Marseille, il arrive en toute fin de mercato. Donc il n'a pas fait la préparation avec l'OM. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas forcément. Il a été formé en Allemagne, il a joué en Grèce. Il arrive en France, fin de mercato, pas de préparation. Forcément, il ne pouvait pas être opérationnel directement. En plus, il a des soucis de blessure derrière. Donc tout ça n'a pas aidé à son acclimatation à Marseille. Forcément, il n'a pas eu une saison extraordinaire. Le mieux qu'on aurait pu lui donner à la commanderie, c'est au moins lui laisser une nouvelle année en tant que titulaire pour essayer de le laisser s'acclimater, s'adapter avec cet effectif marseillais. On lui a pas laissé le temps, on lui ramène à Balotelli, en gros on lui dit dégage, c'est quand même bien dommage. Il faut pas oublier que Mitroglou, il a été récupéré l'année dernière parce que Marseille, essaie de recruter ce grand attaquant. Pendant 2 mois, ils n'ont pas réussi et à la dernière minute, ils ont fait venir Mitroglou pour, je crois, 15 millions. Mitroglou, il a quand même eu sa chance. Après, c'est vrai, il s'est blessé. Et à longueur d'année, il y a eu des petits pépins et il a même plutôt été décisif en fin de saison. Après, je pense qu'il c'est pas que lié à ça. Le gars, si tu le mets au Ballon d'Or, il finit 1321e non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas Diego Costa, c'est pas Higuain, c'est pas voilà. Oui, c'est pas, on est d'accord là-dessus. C'est plutôt une saucisse quand même en attaque, on est d'accord. Oh, t'es dur parce qu'il a montré de bonnes choses. Non, mais je veux dire, si tu compares avec Balotelli qui va arriver, qui est pour moi un vrai finisseur. Alors effectivement, il ne reviendra pas, il y aura pas de repli défensif, mais par contre, il va pour les centres de Payet ou d'un Thauvin. Enfin, je veux dire, je pense que ça peut être le facteur, le chaînon manquant pour Marseille. Oui. Ce finisseur qu'il n'avait pas pendant quelques années. Juste pour finir, ce bonhomme qui peut te faire gagner encore un peu plus, et au lieu d'être 4e, qui peut te faire passer 3e, voire 2e. Je pense que c'est vraiment une super recrue. Je suis d'accord dessus, c'est une bonne recrue. Le problème, c'est que je parle du message apporté aux 2 autres buteurs. Surtout à Mitroglou, à qui on n'a pas réellement donné sa chance, en fait. C'est surtout ça qui me dérange, en fait, dans ce transfert. Point Trocé, on l'écoute concernant le cas de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a un nouveau président, un nouveau entraîneur, un nouveau directeur sportif qui ont commencé à construire un projet qui les a amenés au bout d'1 an et demi à la finale de l'Europa League. Donc ils sont en train de construire ce projet sur au moins 4 saisons. Donc effectivement, il y a le cas Mitroglou, tu as tout à fait raison. Il arrive vraiment à la dernière minute, il n'a pas eu le temps de se préparer. Maintenant, il y a des négociations pour le cas Balotelli, parce que Marseille a besoin d'un grand buteur qui soit efficace. Balotelli a prouvé, notamment quand il est arrivé du côté de Nice, qu'il était capable d'apporter quelque chose avec un effectif beaucoup plus complet comme celui de Marseille cette année, que je pense qu'il va être mieux armé qu'il ne l'était l'année dernière. Rappelez-vous tout simplement en janvier dernier, comment jouait Marseille. On disait cette équipe, ça vaut rien, et on le retrouve quelques mois après en finale de l'Europa League. Donc, il n'a pas eu de la chance, Mitroglou, mais Marseille ne peut pas non plus attendre éternellement parce que le projet il est là, il faut le construire. Olivier ? Ouais, juste, moi, le seul truc qui me dérange dans cette histoire de Balotelli, c'est que c'est son départ de Nice, encore une fois. Il est parti de Liverpool, ça s'est mal passé. Il est parti de Manchester City, ça s'est mal passé. On pense qu'il a mûri à Nice et finalement, il fait encore un départ bizarre. C'est pas si mal passé que ça à Nice. Si, quand même. Il revient pas, il dit pas au revoir, les supporters écrivent un communiqué. Balotelli. Non, si, quand même, ça se passe pas bien. Balotelli, ce n'est pas une découverte pour la Ligue 1 et même pour le football européen. En tout cas, ça fait du bien à tous les supporters phocéens. On va partir du côté de la région du Piémont en Italie avec la venue d'un certain CR7. Coup du chapeau, on nous dit, pour le football italien, peut-être pas pour certains. Mamadou, on l'écoute concernant CR7. C'est magnifique pour tout le monde. C'est magnifique pour tout le monde. Tout le monde. À son âge, oui.
à son âge, mais il a été vendu plus cher qu'il n'a été acheté. 105 millions. Il faut savoir qu'il a été acheté à 93, Oui. 112 parce que 112. Il y a ce qu'on appelle les primes de formation. À ce niveau-là, 112 millions près. Quoi qu'il arrive, Ouais. est-ce que de mémoire, vous avez de mémoire un joueur qui a été acheté à une certaine somme, qui est revendu à l'âge canonique qu'il a et qui est revendu plus cher qu'il a été acheté. Il a été acheté à 93 et revendu à 103, 112, 104. En tout cas, il a été vendu plus cher que 93. 9 saisons après. 9 saisons après. 3 ans. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est un coup magnifique pour le Real. C'est un coup magnifique pour Cristiano Ronaldo. Comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, Cristiano Ronaldo aura marqué, et je sais qu'il marquera. L'histoire du football. Il aura marqué 3 clubs. Ouais. City, le Real, il va marquer la Juve. Donc pour lui, c'est quand même. United. United, ouais. Excusez-moi. Il se régénère encore une fois. Et puis pour la Juve derrière, la Juve qui fait un coup, qui lance le mercato, mais qui l'a ouvert. Parce que là, je vous le dis tout de suite, les chaises musicales, elles sont lancées. Il a ouvert les portes et là, ça va partir. Pas mal. Ronaldo, c'est vrai, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. 451 buts quand même, 438 matchs 438 avec le Real. 4 ballons d'or, 4 champions avec le Real. Avec le Real. Effectivement, 100 millions ou 105 millions, effectivement, c'est quand même de l'argent. C'est peut-être payé trop pour quelqu'un de 33 ans. Cela dit, c'est vrai qu'il avait un contrat de 23 millions d'euros par an et il voulait plus. C'est la Juventus qui va payer 30, mais il est encore loin des 37 de Neymar. On est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Olivier, on l'écoute concernant CR7 à la Juve. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour vendre CR7 que maintenant. Dans l'idée, on ne sait pas s'il est capable de reproduire encore 1 ou 2 saisons comme il vient de faire, encore celle-ci où il a été complètement décisif. C'est aussi pour moi, le coup de génie, c'est pour lui en fait, parce que quelque part, il arrive dans un championnat qui est quand même pas mal décoté en ce moment. Ça va être la figure de proue de ce championnat, comme Zlatan l'a été un moment donné pour la Ligue 1 quand il est arrivé. Ça va faire le même effet. Et je pense vraiment que la bonne affaire, en fait, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que pour la Juve, pour le Real aussi, pour toi, et pour Cristiano, parce qu'il arrive là-bas en tant que comme un demi-dieu. Et je pense que l'affaire est bonne aussi pour le PSG, parce que le PSG voulait le recruter. Non, et j'en voulais pas forcément parce que je trouve qu'il y a déjà nécessairement beaucoup d'ego à Paris, et je pense que je vois peut-être un petit peu trop. Voilà. Là, Simon, on l'écoute concernant le cas de CR7 à la Juventus du Turin. Moi, je mettrais une petite nuance à l'analyse d'Olivier. Je trouve que c'est pas forcément un bon coup pour la Juve. Il a 33 ans, il arrive pour une somme qui est pas négligeable. Je suis d'accord. Plus de 100 millions, voilà. Plus de 100 millions. Ronaldo est humain. Ses qualités vont finir par décroître. Il faut le savoir. On a tendance à dire que Ronaldo est un demi-dieu, est un joueur qui jamais ne verra ses performances baisser. D'ailleurs, il marque encore une cinquantaine de buts cette saison avec le Real. Ah, mais on est d'accord là-dessus. C'est totalement extraordinaire ce qu'il fait à son âge. Mais finira un moment où ses qualités vont finir par décroître et mettre 100 millions d'euros. C'est ce que je disais. C'est la seule année où vous pouvez le faire. Merci. Mais mettre cette somme sur un joueur de 100 millions, je trouve que c'est quand même difficile. Juan Trocé, d'autres infos concernant ce mercato. On t'écoute. Alors, mercato parisien. Mercato espagnol, c'est nos confrères de Mundo Deportivo, le journal catalan, qui annonce que Erika Vidal et Pep Segura de la direction sportive du Barça sont à Paris pour négocier éventuellement le transfert de Rabiot vers le Barça. Le Barça qui ne veut pas voir ce qui s'est passé avec le cas Verratti, où il y a eu des premiers contacts avec Verratti. Le PSG n'a pas voulu le laisser partir. Donc le Barça très intéressé par Rabiot, sachant aussi qu'il y a un autre joueur français qui est à l'Atlético de Madrid, Gameiro, qui devient l'attaquant de Valence, puisqu'il a signé à Valence. Et puis il y a un autre joueur qui pourrait partir du côté du Barça, c'est l'anglais qui joue défenseur central à Séville et qui est intéressé, auquel le Barça s'intéresse sérieusement. Qui était annoncé. On joue le temps là du côté de la sélection française et des Diables Rouges, on en a marre. On a annoncé 6 minutes de temps additionnel. Mamadou, on l'écoute avant la dernière pause de Time Foot. Il y a quelque chose qui m'étonne dans les propos de Nassim, parce que Nassim insiste sur le fait que 100 millions, mais non, on sait très bien que 100 millions c'est une somme. Cristiano Ronaldo, c'est une cash machine. Les 100 millions peuvent être effectivement revendus les 100 millions, les 100 millions peuvent être récupérés. Cette somme, on sait très bien que 100 millions pour nous, ça nous paraît aujourd'hui énorme. Mais en termes de merchandising, revente aux droits télé, je pense que Ronaldo est capable de les amortir, mais même ne serait-ce que sur 2 saisons. Je te parle pas d'amortissement financier, moi je te parle de niveau sportif. En termes de niveau sportif, Ronaldo est certes très 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 fort, mais le temps finira par lui Nassim, je suis d'accord avec toi. Plus rentable que Buffon. Je suis d'accord.
finir, je suis d'accord avec Nassim, mais en 2 ans, je suis persuadé que Ronaldo utilisé en 2 ans est capable de quand même d'apporter un apport sportif à son équipe. Alors il ne jouera peut-être pas les 34 matchs, il ne fera pas toute la saison, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut emmener quand même la Juve, peut-être franchir ce dernier palier qui a fait que la Juve ces dernières années et s'est arrêté à un certain niveau en Ligue des Champions. Mais c'est un joueur qui va effectivement propulser mais qui a tirer les joueurs vers le haut. C'était Scudetto quand même. Oui, non, c'est pas rien. Moi je vous dis, Ronaldo est loin d'être fini. Il sera peut-être pas là encore dans 5 ans, mais dans les 2 prochaines années, il est encore là. Il va répondre présent, je vous le dis. C'est sûr et certain. Merci les consultants. Restez avec nous encore. Une courte pause avant de revenir pour la fin de cette demi-finale qui oppose la France toujours 1-0 face à la Belgique. Et on a annoncé 6 minutes de temps additionnel. N'oubliez pas le hashtag TimeFoot. À de suite. Time Foot revient dans un instant. Beurre FM, 21h, 22h. Time Foot avec Bilal Nelman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h53 minutes. On arrive à la fin de cette première demi-finale de ce mondial en Russie. 2018, France-Belgique, toujours 1-0 pour les hommes de Didier Deschamps. Je vous rappelle, autour de cette table pour m'accompagner durant cette émission, Nassim Bourras, consultant Time Foot, Mamadou Lamine Mané de deuxième conseil, Olivier G, écrivain et spécialiste football sans oublier, Juan José Dorado, grand reporter spécialiste football espagnol. C'est bientôt la fin. On est à moins de 20 secondes, 10 secondes, comme vous le voulez, de cette finale qui se jouera du côté de Moscou au stade Luzhniki. Et la France de Didier Deschamps s'apprête à jouer pour la 3e fois de son histoire une finale du mondial. Nassim, on t'écoute. Réaction à chaud. Eh ben, je pense que Didier Deschamps va faire taire beaucoup. Et la France est en finale. La France est en finale. Bravo. L'équipe de France, vraiment. Chapeau pour l'équipe de France. Chapeau et la France qui gagne ce match par 1-0. Qui sur corner à la 51e. Bravo à l'équipe de France qui se retrouve du coup en finale contre soit la Croatie, soit l'Angleterre. Demain. Bravo Loris. Bravo Loris pour Juan José Dorado, c'est ça. Oui, c'est le World of Five. Sur les dernières secondes, on a vu des attaquants, notamment Tolisso, qui ratent la ratable. Mais on est heureux. Présent tout au long de ce match. Que n'a-t-on pas dit sur Loris? Justement, on est heureux et la France est en finale de ce mondial aussi. L'arme de Griezmann, ça fait écho aux larmes qu'il avait lâchées en 2014 contre l'Allemagne. Je reviens sur Loris. Que n'a-t-on dit sur Loris? Oui, Hugo Loris, il est sorti grand vainqueur de ce match. Donc, il n'y a pas très longtemps, on disait qu'effectivement, qu'il n'était pas à la hauteur des grands gardiens de but qu'avait la France, Joël Bat, des Bernard Lama, des Fabien Barthez, et qu'il était très en dessous, mais il a fait sa coupe du monde. On disait même que peut-être que Mandanda devrait avoir sa place en numéro 1 avant le mondial. Oui, pas faux. Et Thierry Henry, justement, grand seigneur, Thierry Henry, un grand joueur qui sert la main même au Diable Rouge et puis aussi à cette sélection française qui connaît si bien Olivier. Alors, à la suite avec ces images, avec ces réactions à chaud, on s'écoute concernant cette sélection française. Didier Deschamps est heureux. C'est la première fois qu'on le voit sourire comme ça. Il ouvre son champ. C'est ça, non mais c'est formidable, enfin, d'avoir son pays en finale d'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Tout le monde aimerait être à notre place aujourd'hui. Je pense que là, faut être enjoué, il faut profiter de ça. On attend tous ça. C'est quelque chose qui arrive tellement rarement. C'est rare. C'est rare. 98, mais 20 ans après, la France est en. Il y a une carte à jouer. Deschamps peut remporter en tout cas. L'équipe de France en 98 qui est sélectionneur. 2006, ça l'a été aussi. En 2018 qui est sélectionneur. C'est formidable. Faut profiter. C'est magnifique. Ces gars-là ont mouillé le maillot, ils se sont mis le cul par terre. Il la mérite cette finale. Il la mérite cette finale. Maintenant, il faudra affronter ou la Croatie ou l'Angleterre. Un mot concernant cela. Juan José Dorado, on t'écoute. Angleterre au Croatie. La Croatie, peut-être, c'est l'équipe favorite pour la deuxième demi-finale. Vous avez parlé des Didier Deschamps 98-2018, mais on peut se rappeler effectivement cette demi-finale. La collade entre Thierry Henry et Didier Deschamps. Deux équipes qui vont se retrouver en 2018. L'une des équipes les plus jeunes dans l'équipe française, de moyen d'âge, face à une des équipes qui ont le plus d'âge, la Croatie avec notamment l'Espagne, la Croatie avec des joueurs confirmés qui ont beaucoup d'expérience. On a parlé des Mandžukić, mais on a parlé des Rakitic, des Modric. Donc ça va être vraiment la confrontation des deux équipes, des deux projets. Un qui arrive entre guillemets à sa fin, celui de la Croatie, s'ils arrivent à battre l'Angleterre, et puis cette équipe de France qui encore une fois nous a surpris. Il faut se rappeler ces matchs avant de préparation, ces matchs notamment face à la Colombie. On disait où va la France avec cette équipe. Mamadou, concernant cette qualification, 3e finale pour la sélection française.
de football. Mais c'est une récompense pour tous les joueurs et le coach bien sûr qui ont été frappés de scepticisme parce que on est là aujourd'hui, ça fait 3 semaines quasiment, on est à 3 semaines voire 1 mois de compétition. Que n'a-t-on dit? Je parlais de Lloris, mais je vais encore parler de Varane, je vais encore parler de Deschamps, je vais encore parler de Giroud, je vais encore parler de certains joueurs. Tous ces joueurs-là qui ont été quasiment pointés du doigt avec beaucoup d'a priori négatifs, aujourd'hui je pense que je suis très très content pour eux parce qu'aujourd'hui ils ont, quoi qu'il arrive, quel que soit le style de jeu, la tactique, on sort de là, quand on fait de la compétition, c'est d'arriver au bout du parcours et ils sont arrivés au bout du parcours. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content pour ces joueurs-là, je suis content pour la France parce que comme disait Olivier tout à l'heure, il faut profiter de ce moment-là. Ne faisons pas ce qu'on reprochait tout à l'heure à la fédération, c'est bouder notre plaisir. Il faut être content. Soyons optimistes, profitons des bons moments. C'est magnifique. Nassim, profiter du temps, du bon temps, selon Olivier, selon Mamadou. Profiter du bon temps, mais aussi se rappeler de ce qui s'est passé avant et se rappeler de ce qui s'était passé en 2010, que de chemin parcouru. Des chemins parcourus depuis Naïsna. Et l'aventure n'a pas été rose pour autant. On se souvient justement des cas Benzema, Giroud. Derrière, Deschamps aurait pu lâcher l'affaire, aurait pu se ranger du côté de l'opinion publique. Il a préféré faire confiance à son talent de sélectionneur, à son talent d'entraîneur, à son œil du jeu. Et derrière, ça donne une finale de l'Euro et ça donne une finale de Coupe du Monde. Donc c'est un grand chapeau à lui parce qu'il n'a pas le mérite qu'on devrait lui donner. Un grand merci à toute l'équipe et à la technique de BFM, en les personnes de Yanis et aussi Jérémy à la réalisation, sans oublier les gars qui m'ont accompagné ce soir, les consultants Nassim Bourras, consultant Time Foot, Mamadou Lamine Mané de Deuxième Conseil, Olivier Jay, écrivain et spécialiste football, et Juan José à Dorado, grand reporter spécialiste football espagnol. Justement, elle arrive, c'est Vanessa, elle est avec nous et j'espère qu'elle est assez heureuse, Vanessa. Eh oui. C'est un peu grâce à toi aussi, puisque Time Foot a porté bonheur. On essaye. En tout cas, vous restez bien à l'écoute. Et Vanessa vous conseillera, comme d'habitude, chaque soir sur l'antenne de Beurre FM. On se retrouve